Bonjour et bienvenue à ce premier webinaire La santé et le vélo. Je m'appelle Pierre-Louis Desraudes-Ranguier et je suis chargé de mission Mobilité pour tous au GAL entre Sambre et Meuse. Et donc ce projet Mobilité pour tous, c'est un projet de coopération entre 5 groupes d'action locales, donc 5 GAL wallons. Donc le GAL entre Sambre et Meuse, le GAL Je suis Esbignon, le GAL Pays de Lourdes, le GAL Romana et le GAL, j'ai oublié un. Le GAL de la Botte-du-Hainaut, voilà, excusez-moi. Le GAL de la Botte-du-Hainaut, je disais. Nous collaborons aussi ponctuellement avec le GAL Hageland, qui est un GAL situé en Flandre, du côté de Leuven. Et nous avons d'ailleurs l'occasion d'accueillir quelques coachs qui viennent de ce coin-là aujourd'hui. Nous leur souhaitons bienvenue. Alors, le projet Mobilité pour tous est un projet financé en partie par l'Europe, dans son programme LEADER, la région wallonne et les communes qui font partie de ce territoire. Donc, j'avais évoqué nos amis néerlandais, flamands qui sont là aujourd'hui. C'est pour ça que vous avez une option interprétation qui est accessible aujourd'hui dans ce webinaire. Donc, c'est dans les options en bas de votre écran. Alors, le but de ce projet Mobilité pour tous, c'est de créer une véritable émulation autour des modes de déplacement doux, tant à pied qu'à vélo. Et c'est d'ailleurs dans ce projet qu'a été développé le programme Je pédale pour ma forme, et qu'une grande partie des coachs qui ont été formés pour accompagner ce programme Je pédale pour ma forme sont présents aujourd'hui. C'est donc à eux qu'est adressé ce webinaire en priorité. Donc, je vous parlais d'un premier webinaire. C'est un premier webinaire d'un cycle de 4, mais c'est aussi le premier webinaire pour nous chargés de mission. Donc, soyez indulgents si tout n'est pas parfait. Merci. Alors, celui d'aujourd'hui, le webinaire de ce jour, concerne les pathologies et les traumatismes classiques dus à la pratique du vélo. Et pour nous éclairer à ce sujet, nous avons invité le docteur Rondeau, qui est ici à mes côtés, et donc qui est médecin du sport et rhumatologue au CHU de Charleroi. Je vais lui laisser la parole et je vous rejoins. Attendez, non, j'ai oublié quelque chose d'important, c'est les petites infos pratiques. Donc, vous ne serez pas autorisé à interpeller le docteur pendant son exposé, mais par contre, nous vous invitons à poser toutes vos questions. Elles seront les bienvenues. Il y a un temps qui est prévu pour ces questions-réponses de 20 minutes après l'exposé du docteur Rondeau. Et donc, nous vous invitons à les poser via le module de discussion que vous voyez en bas de l'écran. Donc, vous posez vos questions par écrit, je les collecte et je les pose au docteur à la fin de son intervention. Donc voilà, bon webinaire à tous. Merci et bonjour à tous. Je vais retirer mon masque, ça sera plus facile, surtout pour l'écoute. On peut passer peut-être à la première dia, Carole. Voilà, donc le thème d'aujourd'hui, c'est vélo et santé. C'est un terme assez large qui comprendra 3 voire 4 parties. On peut prendre la dia suivante. Donc, la première partie est une introduction qui a pour but essentiellement de vous expliquer pourquoi le vélo est bon pour la santé et en 10 items très faciles, je vous ferai parcourir vélo et santé. Pourquoi est-ce que j'ai commencé pour ça? Parce qu'on passe directement dans le deuxième chapitre, accidentologie du cyclisme. Donc, on va parler d'accidents, on va parler de choses qui sont moins agréables. Et donc, je ne veux pas non plus que ce côté moins agréable ne soit pas mis en parallèle par rapport à tous les côtés positifs du vélo. J'en discuterai un petit peu d'ailleurs par la suite.
dernière partie de mon exposé, c'est les blessures du vélo, du cyclisme dû au vélo, mais dans tout ce qui n'est pas accidentologie, donc tout ce qui est blessure que l'on peut traiter par une pratique raisonnable, raisonnée, adaptée du vélo, en adaptant la machine et en adaptant son comportement et sa pratique par rapport à son corps. Donc, on va commencer par la première partie. Oui, la suivante. Oui, peut-être comme ça, on va passer directement à la deuxième. Tu peux repasser sur la première, en marche arrière. Voilà. Donc ça, c'est une petite vignette qui est assez connue et qui montre en gros les 10 bienfaits du vélo. On va les passer en revue l'une après l'autre. Ce sera plus facile de passer à la dia suivante. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que le vélo est intéressant pour la santé? Eh bien, la première raison, c'est que le cerveau est plus performant quand on fait du vélo. C'est une assertion qui est souvent dite. Elle est vraie, même si il faut reconnaître que les études qui nous permettent d'affirmer que le vélo est bon pour le cerveau sont malgré tout partielles et ne sont jamais vraiment contrôlées. Mais on a quand même plusieurs indications qui nous disent que c'est vrai. On sait de façon assez certaine que 30 minutes de vélo augmente les capacités de réflexion et de planification, et ça surtout chez les enfants. Donc, on a étudié ça chez les enfants. Il y a plusieurs études qui ont montré que dès que les enfants faisaient du vélo de façon régulière, ils étaient plus capables de réfléchir. La deuxième chose, c'est qu'il faut savoir que le vélo sollicite les capacités essentiellement d'équilibre. Et donc, le fait de concentrer son cerveau pour rester en équilibre sur le vélo permet par la suite d'augmenter ses capacités de concentration. Et on a vu les enfants qui faisaient du vélo et qui avaient tendance à être déconcentrés, à être trop énervés, à être hyper agités, une amélioration de leur capacité de concentration suite au vélo. On sait aussi que le vélo, dans les troubles déficitaires, donc dans la pathologie d'enfants qui ont des troubles déficitaires de l'attention, le fait de faire du vélo est un moyen naturel d'améliorer leurs symptômes. Il faut savoir que c'est assez logique parce que le vélo, de par le fait de faire de l'activité, augmente deux hormones assez classiques dans le cerveau. C'est un peu schématique, mais ce que je vous dis est tout à fait correct. La première hormone, ou en tout cas le premier précurseur que le vélo donne, c'est de la sérotonine. On dit toujours que la sérotonine est l'hormone du bonheur, c'est un petit peu en grand raccourci, mais il est effectivement vrai qu'il y a un certain bien-être qui arrive après la séance de vélo, et la sérotonine est un des éléments qu'on a pu mesurer et doser et qu'on voyait augmenter après la pratique du vélo. La deuxième neuromédiateur augmenté par la pratique du vélo est les endorphines. C'est vrai pour tous les sports, essentiellement les sports d'endurance. Mais donc, une fois qu'on fait une séance de vélo, on a une augmentation de son pic d'endorphine et son pic d'endorphine diminue les douleurs. Deuxième bienfait du vélo est le fait qu'il y ait moins de diabète. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a moins de diabète, surtout de type 2, quand on fait du vélo? C'est assez compréhensible. On sait plus ou moins que 30 minutes de vélo, en fonction de sa pratique, consomme entre, on va dire, 150 et 500 calories par demi-heure, c'est-à-dire qu'une pratique très, très intensive de VTT ou de cyclocross par des professionnels arrive à plus de 1000 calories par heure, alors que si on fait du vélo électrique de façon très douce, pendant une heure, on a une dépense calorique qui est de l'ordre de 300 calories. Ces dépenses énergétiques permettent plusieurs choses. Premièrement, de stabiliser, bien sûr, la glycémie, permet de diminuer la masse graisseuse parce que l'on brûle des calories. Il est bien évident que ça doit être accompagné d'un régime alimentaire correct. Mais le fait de faire du vélo de façon régulière augmente ses dépenses caloriques et donc diminue un petit peu sa masse graisseuse. Et la chose qu'on doit savoir, c'est dès que la masse graisseuse diminue un petit peu,
on augmente la sensibilité des muscles à l'insuline et donc on a une amélioration du diabète de type 2. On conseille d'ailleurs pour tous les diabétiques de faire au minimum 40 minutes de sport par semaine. Je dois dire aussi que le vélo n'est pas du tout contre-indiqué par rapport à un diabète de type 1 qui aurait des difficultés de glycémie, parce qu'en général, ces patients sont jeunes, s'adaptent très très bien à l'activité physique, dosent très bien leur injection d'insuline, et donc que ce soit le football, que ce soit le vélo, ce sont des sports qu'on peut très bien programmer dans son activité. Troisième item, c'est on a une plus grande vitalité sexuelle. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qu'on aime bien de dire, parce que c'est vrai, il semblerait que le vélo, de par l'augmentation de la vascularisation au niveau des membres inférieurs et du périnée, augmente l'envie sexuelle. Ça a été très, très bien montré chez la femme. Ce l'est probablement aussi chez l'homme, malgré le fait que on a pas mal de problèmes spécifiques dont je vous parlerai tantôt, de problèmes spécifiques du périnée à la pratique intensive du vélo qui peuvent nuire à une activité sexuelle normale. Et donc, ça, ce sont des ennuis qui sont rares. Par contre, la pratique du vélo de façon régulière semble manifestement être bien pour le bien-être et pour la sexualité. Quatrième effet positif, c'est que le vélo est bon pour la santé mentale. Ça, je vous en ai parlé tantôt pour le cerveau, la santé mentale et le cerveau, c'est un peu la même chose. C'est essentiellement la production d'endorphines qui donne un effet bien-être et qui améliore de ce fait-là l'anxiété. Il faut savoir aussi, et je le dis beaucoup à mes patients, le fait que l'on soit anxieux est quelque chose de naturel dans la vie moderne, ça fait partie de la vie moderne et on a tendance naturellement à être anxieux parce que la vie est plus difficile pour le moment, en tout cas au niveau anxiété, qu'elle ne l'était il y a 10, 20 ou une centaine d'années. Et une des choses que l'on ne peut pas changer, c'est le niveau d'anxiété que l'on a au travail, qu'on a dans sa famille. C'est difficile de changer, il faut vraiment faire un travail sur soi pour parvenir à changer son niveau d'anxiété. Par contre, dès qu'on fait du sport, on a un peu l'impression qu'on met la prise de terre et que l'anxiété s'en va par la pratique sportive. Et donc, c'est vrai pour toute pratique sportive, mais c'est aussi vrai pour le vélo. Le système cardiovasculaire, pourquoi est-ce que le vélo est bon? Mais ça, tous les cardiologues vous le diront. Le vélo a un gros avantage, comme c'est un effort qui est malgré tout relativement progressif. Il renforce les capacités cardiaques et l'efficacité du cœur. Il régule la tension artérielle de par le fait qu'on fait un effort régulier. Et puis, il faut savoir que le sport augmente aussi la fraction du bon cholestérol. Et donc, on est en effet combiné. Les cardiologues disent aussi, de toute façon générale, que la pratique du sport 40 minutes 3 fois par semaine permet de diminuer de façon sensible la mortalité cardiovasculaire. On va passer à la diapositive suivante. Amélioration de l'équilibre, c'est une évidence absolue. Tout le monde sait que le vélo est un des sports où l'équilibre est quelque chose d'important. Et j'aime bien de citer Albert Einstein qui dit que la vie, c'est comme le vélo. Il faut progresser pour ne pas perdre l'équilibre. Je ne reviendrai pas plus sur cet item-là. Le 7e item est moins de risque de développer le cancer. Alors ça, c'est quand même fort débattu, mais on a des études qui montrent de façon claire et précise que la sédentarité et le fait de ne pas faire de sport augmente le risque de cancer. Pas tous les cancers, parce qu'il y a beaucoup de cancers qui sont génétiquement programmés, mais en tout cas, le cancer du sein, le cancer du côlon et le cancer de la prostate sont manifestement augmentés par le fait de ne faire aucune activité physique. Le vélo diminue ce risque de cancer. Il diminue aussi le risque de cancer digestif pour une raison plus précise, c'est que l'augmentation de la vascularisation du tube digestif fait qu'il diminue un petit peu le risque de cancer du côlon. On a un petit doute sur le cancer de la prostate et donc on peut revenir par rapport à la pratique du vélo et les hommes. Il est vrai que la pratique du vélo fait augmenter les PSA, qui sont les fameux marqueurs de la prostate, qui nous permettent de voir s'il y a chez l'homme un risque de cancer augmenté.
Donc, il est vrai qu'il y a des risques de prostatite et d'augmentation du PSA avec la pratique du vélo. Par contre, on a bien montré qu'il n'y a pas de risque supplémentaire de cancer de la prostate. D'un point de vue tout à fait en dehors du cancer, le vélo a aussi deux belles améliorations physiques. Premièrement, le risque d'ostéoporose, qui est surtout fait chez la femme et qui touche l'homme aussi. 10% des hommes, surtout une fois qu'on dépasse 65-70 ans, le risque d'ostéoporose est nettement diminué par une pratique sportive régulière. Et donc, le vélo, comme la marche ou comme d'autres sports, améliore l'ostéoporose chez la femme ménopausée et chez l'homme âgé. Et il y a aussi une étude de plus en plus prouvée qui montre que quand on a un cancer, le fait de faire du sport et entre autres de faire du vélo, on améliore sa fatigabilité, la façon dont on gère le cancer et surtout d'un point de vue, les effets secondaires de la chimiothérapie sont beaucoup améliorés par le fait de faire du sport de façon régulière. L'item 8, j'en ai déjà parlé, on a plus d'énergie. Pourquoi est-ce qu'on aurait plus d'énergie? Parce que le fait de pédaler augmente sa forme et le fait d'être plus en forme, d'être un petit peu moins gros et d'être mieux dans sa tête, on a une augmentation de la vitalité qui est tout à fait décrite dans chaque étude qui étudie l'effet bénéfique du vélo dans la vie de courante. Meilleur sommeil. Alors, le meilleur sommeil passe par plusieurs choses. Un, je vous ai parlé des endorphines qui améliorent le bien-être et qui améliorent le sommeil. Il y a la deuxième chose, le vélo, c'est un sport qui se pratique le plus souvent à l'extérieur avec la lumière naturelle. Et le fait d'avoir de la lumière naturelle a une amélioration sur le sommeil. Il faut savoir aussi que quand on fait du sport de façon régulière, on a un endormissement qui se passe beaucoup plus rapidement et l'endormissement se passant plus rapidement, on a beaucoup plus de sommeil profond et c'est dans cette phase de sommeil profond qu'on a une récupération qui est la meilleure. Dernier point, le vélo est bon pour le système immunitaire. Alors, ça, c'est pas débattu, on est tout à fait sûr que c'est vrai, mais c'est probablement pas vrai pour tout le monde. La seule chose qu'on peut dire, on extrapole pour tout le monde, mais on est sûr, il y a des grandes études qui ont montré que les gens âgés, après 50 ans, s'ils font 2h30 de sport et de vélo par semaine, voient leur système immunitaire et entre autres le thymus ne moins vieillir que naturellement. Donc, on a une amélioration du vieillissement par l'activité sportive qui passe par le système immunitaire. Il est probable que le système immunitaire soit amélioré aussi chez les jeunes, mais les études n'ont pas encore été faites de façon tout à fait concluante. Voilà. On va passer au thème suivant. Donc, accidentologie du cycliste. Et donc, c'est le thème qui est le moins agréable, effectivement. Donc, effectivement, le fait de faire du vélo engendre des accidents qui sont plus ou moins fréquents et qui sont plus ou moins médiatisés. Alors, la première chose que je peux dire, c'est que le recensement des données d'accidents du vélo est tout à fait sous-estimé parce que nous avons des statistiques qui viennent soit de la police avec les PV qui ont été dressés lors d'accidents, soit de statistiques hospitalières. Mais donc, tous les accidents qui sont légers et peu importants et qui ne contiennent pas un tiers dans l'accident, donc le cycliste qui fait son accident tout seul en tombant dans le talus, ne sont en généralement pas répertoriés. Ce qu'on peut dire, alors en Wallonie, j'ai des chiffres qui sont précis. En 2016, il y a 16 tués en Wallonie sur 71 en Belgique. On voit déjà la grande différence entre le nord et le sud avec la pratique du vélo qui est beaucoup plus fréquente chez nos collègues néo-zélandophones. On a 59 blessés graves sur 900 en Wallonie et on a 600 blessés légers sur plus ou moins 8000.
Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, que le vélo est un des moyens de transport qui est les plus sûrs. Il y a autant de blessés en vélo, grosso modo, que de blessés sur la route comme piétons. La route ou même que ça soit le VTT dans les bois ou la marche sportive, ça engendre autant d'accidents. Ça engendre beaucoup moins d'accidents que les cyclistes motorisés ou les accidents de voiture. On peut passer à la dia suivante. Le risque, donc c'est ce que j'explique, le risque, ce sont quelques chiffres aussi. Par kilomètre parcouru, il est effectivement 23 fois plus risqué de rouler en vélo que de rouler en voiture. Mais il faut savoir qu'il faut comparer les choses qui sont comparables. Une voiture, ça fait des milliers de kilomètres par an. Il y a des cyclistes qui font aussi des milliers de kilomètres par an, mais c'est absolument moindre. Et donc, le risque absolu de faire un accident en vélo, même s'il est bien présent, il reste relativement faible. Il y a quand même deux choses aussi à dire. L'âge, malheureusement, pour les accidents graves, joue un rôle important. Et donc, on a un pic de fréquence de décès qui tourne autour de 55 ans. Donc, c'est quand même les seniors qui sont les plus vulnérables. Et les accidents graves se passent quand même, malgré tout, à 70% hors agglomération. On pourrait prendre la dia suivante, peut-être. Voilà. C'est ce que j'ai dit aussi, beaucoup d'accidents mortels hors agglomération. Et il y a bien sûr, mais c'est assez logique, un pic saisonnier aux accidents de vélo qui est effectivement la fin du printemps et le début de l'été. La suivante. Ce qu'on doit quand même retenir de mon exposé sur l'accidentologie du vélo, c'est que le vélo, il n'est finalement pas plus dangereux que les autres modes de transport, au contraire, et que si l'on compare, et l'IBSR a très très bien comparé, le risque d'accident par rapport à l'ensemble des bienfaits que fait le vélo, on est dans un rapport qui est extrêmement positif. Le fait du vélo permet de gagner des années et le risque d'accident est extrêmement faible par rapport aux bienfaits que le vélo engendre. Et c'est ce que les solutions que l'on doit apporter sont des solutions qui sont effectivement politiques. Il faut sécuriser le mieux possible le vélo en faisant effectivement sur la route des espaces dédiés. Il faut que les vélos soient bien entretenus. Il faut que les personnes, les cyclistes, respectent le code de la route. Et il faut effectivement que les autres usagers de la route respectent les cyclistes. Et ça, c'est une politique qu'il faut mettre en œuvre et qu'il faut se battre de façon absolue pour pouvoir faire du vélo en toute sécurité. Dia suivante. Et donc, on a quand même une réflexion au niveau de l'IBSR sur les réductions des vitesses des autres usagers, infrastructures mieux adaptées, pistes cyclables adaptées. On a quand même si on a probablement 20 ans de retard par rapport à d'autres régions et à d'autres pays, on va quand même dans le bon sens, même si c'est, je trouve personnellement, beaucoup trop lent. Dia suivante. Une petite vidéo choc que je vais commenter juste après. Lui, c'est Lambert, mon voisin. Et le hasard veut qu'on bosse dans la même boîte. Alors Lambert, été comme hiver, il prend sa voiture pour aller au boulot. Bonne journée. Alors que moi, tous les matins, et quelle que soit la météo, je prends mon vélo pour aller bosser. Alors évidemment, c'est mieux de faire de l'exercice que de s'asseoir dans une bagnole comme Lambert. Et forcément, par rapport à une voiture, le vélo, c'est écolo. Mais ce que je kiffe le plus, c'est que je vais bien plus vite que Lambert dans sa bagnole. Et qu'en partant après Lambert, j'arrive avant Lambert. Et puis 10 minutes de vélo pour aller au boulot, franchement, c'est pas la mort. Surtout si... La mort, par contre, c'est de rouler comme un con à vélo.
Dans près de la moitié des accidents impliquant des vélos, les cyclistes sont fautifs. Bah, il n'est pas encore arrivé le cycliste. Pas encore vu ce matin. Il a encore dû crever. Lord have mercy. If you call, I'll answer. Please have mercy on me. There's power. And if I done somebody wrong, oh yes, have mercy. Voilà, voilà. Donc, c'est une vidéo choc que j'ai oh, tu peux remettre la suivante. Vidéo choc que j'ai hésité à vous passer, mais je trouve qu'elle était très bien faite. Il faut quand même savoir qu'elle a été faite par la police et le militaire de la santé suisse. Et donc, c'est une vidéo qui doit avoir maintenant 1 an et demi, 2 ans. Le point tout à fait négatif, c'est qu'il stigmatise un petit peu le comportement parfois délictueux, entre guillemets, sans le faire exprès, de certains cyclistes en ville. Mais ça dit quand même bien plusieurs choses. Un, les accidents arrivent et il faut faire attention. Deux, les cyclistes semblent, alors je ne suis pas sûr que ça soit aussi vrai que ça, ils disent 50% d'accidents en ville responsables des vélos. Il faudrait voir des statistiques qui soient tout à fait plus fiables, mais la vidéo a le mérite d'être ce qu'elle est. Et sur cette vidéo, je voulais parler de 2 choses. Premièrement, sur les assurances. Quand on est cycliste, on est considéré sur la voie publique comme usager faible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute personne qui ne conduit pas un véhicule motorisé est considérée comme un usager faible. C'est vrai pour les piétons, c'est vrai pour les cyclistes. Si vous êtes usager faible, même si vous êtes responsable de l'accident avec une voiture, les dégâts corporels seront pris en charge par l'assurance du conducteur de la voiture, même s'il n'est pas en tort. N'oubliez pas malgré tout que même si vous êtes usager faible et que vos dégâts corporels seront pris en charge, les dégâts de votre vélo ne seront pas pris en charge, les dégâts de la voiture adverse, si vous êtes en tort, ne seront pas pris en charge. Et si par malheur vous blessez quelqu'un, par exemple en renversant en piéton sur un passage piéton, c'est de votre responsabilité de payer les frais médicaux. Donc, le fait de faire du vélo, on doit bien être assuré. Et en général, il faut reconnaître que les assurances familiales sont extrêmement bien faites et couvrent extrêmement bien le vélo. Maintenant, pas mal d'assurances permettent d'avoir une couverture spécifique qui vaut quand même le coup de réfléchir et de voir si c'est intéressant de s'assurer de façon spécifique, surtout si on a une pratique journalière ou très régulière. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que même si vous avez une assurance familiale de bonne qualité, il est toujours utile d'avoir une assurance juridique parce que les conflits sont parfois difficiles à régler et elles coûtent très cher. Voilà. On peut passer à Alors, on va passer maintenant à la partie plus spécifique de l'accidentologie du vélo. La première chose que l'on montre, donc dans les fractures dues au vélo, on a chez l'enfant et chez le jeune adulte beaucoup de fractures de la face et de la mandibule. C'est une des premières causes des fractures de la face chez l'enfant. Les traumatismes crâniens, c'est la cause de mort la plus importante, d'où le port du casque qui est quasi d'un point de vue médical obligatoire dès qu'on fait du vélo, parce que percuter même de façon relativement faible, à basse vitesse, en arbre, une branche, on peut avoir des dégâts qui sont malheureusement relativement sévères et que le casque améliore dans plus de 80%. Les traumatismes des membres sont classiques. Hein. Premièrement, la clavicule, la coiffe des rotateurs, donc les pathologies de l'épaule, les fractures de l'humérus ou du poignet sont des fractures tout à fait classiques en vélo. Les membres inférieurs, assez paradoxalement, sont moins fréquents. Alors, c'est des fractures des jambes ou des fractures du bassin. Et toujours, les fractures sont dues à des traumatismes importants, que ce soit avec un véhicule tiers ou que ce soit lors d'une sortie de route quand les vitesses sont importantes. La suivante.
Nous avons aussi les traumatismes abdominaux qui sont quand même assez fréquents et qui sont dus de façon assez spécifique au fait que le vélo présente un guidon et qu'on percute ce guidon dès qu'on passe au-dessus du vélo assez fréquemment. Et donc, on a des lésions du pancréas et du foie qui sont malheureusement assez fréquents. Les autres traumatismes sont quand même assez rares. Traumatisme du périnée, hein, surtout chez les filles et chez la jeune fille. Des lésions au niveau du périnée chez l'homme avec impuissance possible suite à un traumatisme. Mais ces traumatismes doivent être quand même assez importants et ces lésions sont heureusement assez peu fréquentes. Ce qui est assez fréquent, c'est des ecchymoses, des éraflures, et ça, ce sont des lésions qui sont parfois bien embêtantes, mais qui, heureusement, ne sont jamais extrêmement dangereuses. Dia suivant. Les blessures dues à la pathologie, alors chronique du vélo. Alors, ce qui est très, très intéressant, c'est que le cyclisme est un sport qui a deux intervenants. Il y a le cycliste et il y a le vélo. Il faut savoir que quand vous jouez au football, je ne parle pas des chaussures, mais je parle du ballon, les deux équipes utilisent le même ballon et on a tous le même objet pour faire son sport. Quand vous êtes dans un peloton du Tour de France, il y a autant de vélos que de cyclisme et de coureurs cyclistes qui participent au Tour. Ce qu'il faut savoir, c'est que le vélo est une machine qui doit s'adapter à la physiologie humaine et donc la plupart des blessures viennent d'une inadaptation entre la machine et le cycliste. Le réglage du vélo est quelque chose d'extrêmement important. Alors, ce n'est pas important si vous faites une fois du vélo, hein, une fois par an pendant 10 minutes. Mais dès que vous faites du vélo de façon sportive, l'adaptation et le réglage de sa machine doit être assez précis. Le deuxième point que je voulais parler, c'est que le vélo est un sport en décharge, effectivement, contrairement à la marche, au saut et à d'autres sports, on est porté par la machine. Ça donne qu'on est limité, on a beaucoup moins de contraintes de poids. C'est beaucoup plus facile parce qu'on ne porte pas son poids par rapport à la course à pied. Par contre, l'équilibre et l'emplacement que l'on doit avoir par rapport à son vélo est beaucoup plus important. La suivante. Je vais revenir dans la pathologie. On va reprendre pathologie par pathologie et après je m'arrêterai et on parlera des questions et des réponses. Alors, on va commencer par le membre inférieur, puis je passerai par le membre supérieur par la suite. Une des premières tendinites classiques du vélo est la tendinite rotulienne. Donc, c'est vraiment le tendon rotulien qui part de la rotule et qui s'insère sur le tibia. Vous voyez bien la dia où on voit cette zone rouge qui est le siège de la tendinite. C'est vraiment une douleur qui se trouve sur l'avant de la rotule, en dessous de la rotule, et en fin de compte, quand on palpe le tendon rotulien, il est douloureux et il semble parfois épaissi, crépitant. Et pourquoi est-ce que ce tendinite est si fréquente? Ça vient du fait même du vélo. On mouline et on fait d'énormes rotations du genou, de flexion-extension du genou, et ce tendon finit par s'enflammer. Alors, les causes sont assez fréquentes. La première cause, c'est effectivement le fait que sur la position du vélo, on ait une position trop basse. Et donc, le genou reste tout le temps fléchi. Et donc, on peut avoir une selle trop basse, une position du vélo un peu trop devant de la selle, des grands braquets qui obligent de forcer sur les quadriceps et qui obligent le tendon rotulien à être mis à rude épreuve. Et puis, de temps en temps, effectivement, des réglages des manivelles. Si les manivelles sont trop longues, le mouvement n'est pas adapté. Et donc, d'où l'adaptation, mais ça sera un autre. L'adaptation du vélo par rapport au corps est vraiment quelque chose d'important. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce que la tendinite rotulienne est vraiment quelque chose qui est
qui est très fréquent. D'abord et avant tout, ce sont des traitements conservateurs. On met de la glace, on peut éventuellement faire de la kiné. On renforce effectivement l'équilibre du genou. Et donc, le rôle du kinésithérapeute dans ce cadre est, un, de diminuer la douleur, deux, de rééquilibrer le genou dans son ensemble entre les muscles antérieurs du genou des quadriceps et les muscles postérieurs. On peut faire du crochetage, on peut faire éventuellement des infiltrations, même si je ne suis que modérément pour ces infiltrations. Les infiltrations de cortisone dans le tendon sont tout à fait interdites, mais à l'arrière du tendon, il y a une petite bourse qui s'appelle la bourse de Hoffa que l'on peut infiltrer et de façon secondaire, la cortisone peut désenflammer la zone. On utilise, même si je ne suis pas extrêmement pour, des concentrés de plaquettes et l'injection de ces concentrés de plaquettes donne parfois de bons résultats chez le sportif. Il faut savoir aussi que quand on a une tendinite rotulienne, le vélo est une des armes pour se rééduquer. Et pour cela, il faut faire du vélo de façon douce et mouliner et éviter les grands braquets, les positions en danseuse et les côtes trop importantes. Dia suivante. La deuxième tendinite est la tendinite des quadriceps. Donc, c'est une tendinite qui se trouve autour de la rotule, mais qui est située plus haut, et qui est vraiment l'insertion des quadriceps sur la rotule en position supérieure. Et donc, cette tendinite est vraiment très fréquente dans les sports qui nécessitent une contrainte de freinage brutal. L'exemple le plus typique, c'est les sauts, le basket, et donc le patinage, l'haltérophilie. Ça se retrouve aussi dans le vélo de façon assez spécifique. C'est une tendinite qui, heureusement, est beaucoup plus facile à traiter parce que souvent le repos, une correction des gestes négatifs, des anti-inflammatoires locaux et éventuellement un peu de kiné et de rééducation, en général, améliore la situation en 3 à 4 semaines et on peut repartir dans un deuxième temps. Peut-être on peut repasser encore, oui, excuse-moi. De nouveau, les causes au niveau du vélo sont toujours les mêmes. C'est le genou qui est trop plié, donc une assise trop basse ou une hyperflexion du genou lors du mouvement. Voilà, excuse-moi. Super. Tendinite de la patte doigt. Alors ça, c'est une tendinite qui est un peu plus spécifique et qui est un peu plus rare, qui est une tendinite des tendons du genou à la face interne du genou, à l'insertion, comme vous voyez à la première image au-dessus, de l'insertion des tendons de la patte doigt. Alors, les tendons de la patte doigt, c'est le semi-membraneux, le sartorius et le gracilis. Ce sont des muscles qui essentiellement stabilisent le genou. Et donc, cette tendinite est assez spécifique à partir du moment où on a un genou qui est un peu un valgum et qui a tendance à solliciter de façon importante ces tendons pour stabiliser le genou. Et donc, on retrouve très souvent ça dans la course à pied avec des gens qui ont des pieds plats. Les pieds plats fait que le coureur a tendance à avoir la jambe qui est un peu en valgus. Et donc, ces tendons sont souvent sollicités et le fait de remettre une semelle améliore les choses. C'est la même chose avec le vélo. Si la cale du cale-pied est mal réglée, on peut avoir une hypersollicitation de ces tendons et avoir une tendinite spécifique. Il faut régler la cale, il faut vérifier aussi la position de la selle pour savoir si la selle est bien mise et si on n'est pas de nouveau en hyperflexion. Les traitements sont un peu plus compliqués, c'est souvent le repos, la kiné, les infiltrations marchent plus souvent et on peut faire aussi des infiltrations, que ce soit à la cortisone, aux plaquettes ou éventuellement à l'acide hyaluronique, mais seulement dans les cas résistants. Il faut surtout faire aussi un diagnostic différentiel, et c'est ça qui est tout le charme du médecin sportif, c'est que toutes les arthroses fémoro-tibiales internes, toutes les lésions méniscales au niveau du genou peuvent donner des douleurs qui sont pas similaires, mais en tout cas dans la même région, et dont le diagnostic différentiel est intéressant pour le médecin et permet une guérison plus ciblée des lésions. La suivante.
on va terminer par le syndrome rotulien au niveau du genou. Donc, vous voyez que des douleurs au niveau du genou, en ne prenant que 4 causes, il y en a encore d'autres et je n'ai pas été plus loin. Le syndrome rotulien, mais c'est un syndrome articulaire. On n'est plus dans une pathologie véritablement tendineuse. C'est le fait que la rotule, qui glisse naturellement dans sa gorge, dans certains cas, a tendance à frotter sur le côté externe du genou et a tendance à se subluxer. Si vous regardez en genou d'un homme de façon physiologique, on a un angle, le genou n'est pas tout à fait droit, il y a un angle entre le fémur et le tibia qui part un peu vers l'extérieur. Donc la contraction du genou fait naturellement tendance à faire partir la rotule un petit peu vers l'extérieur. Et donc la rééducation sera de renforcer la musculature interne du genou en renforçant le vaste interne au niveau du quadriceps. On peut faire une rééducation, et moi j'aime beaucoup ces rééducations plus globales avec des exercices isocinétiques avec du Cybex, où on reprogramme le genou de façon globale. Le port d'une orthèse, comme je vous ai mis sur la photo, qui recentre la rotule au moment du mouvement sportif, aide quand même bien les choses dans certains cas. Et puis dans certains cas plus complexes, on est devant des sportifs dont il existe une petite anomalie anatomique qui fait que la rotule a tendance à frotter sur l'extérieur, et des solutions chirurgicales existent, mais sont malheureusement souvent décevantes. Voilà, je crois qu'on a fini pour le genou. On va passer sur le syndrome rotulien. Oui, c'est toujours le syndrome rotulien. Donc ça, c'est une photo qui montre clairement qu'on peut faire soit de l'électrostimulation, mais surtout une rééducation globale du genou en renforçant le vaste interne. La suivante. On va passer maintenant au talon, la tendinite du tendon d'Achille, qui est une tendinite qui est connue de tout le monde dès qu'on a lu l'Iliade et l'Odyssée, est une tendinite postérieure du tendon d'Achille, vraiment la cause la plus fréquente des douleurs postérieures du talon. Et donc, c'est une hypersollicitation du tendon d'Achille, c'est extrêmement fréquent. Ça arrive surtout dans les sports où on hyper-sollicite l'hyperflexion du pied de façon importante. Alors, le diagnostic, il est très facile à faire parce que la douleur, elle est élective. Le palpé du tendon d'Achille est douloureux. On va jusqu'à l'échographie pour voir exactement l'éventuelle déchirure de ce tendon. Et le but de la rééducation, effectivement, de diminuer l'importance de la sollicitation du tendon. Alors, il y a plusieurs choses qu'il faut faire attention quand on fait du vélo. La prise de poids pendant la saison peut amener à des positions un petit peu différentes et surtout une hypersollicitation du tendon. La perte de souplesse est aussi très fréquente et donc quand on devient un petit peu moins souple pour différentes raisons, on peut augmenter le risque de faire des tendinites. Il y a des pathologies, je dirais, métaboliques assez classiques comme la goutte ou comme certaines pathologies inflammatoires qui donnent des douleurs quasi similaires et dont le diagnostic différentiel avec le sportif doit être fait. Et le traitement, c'est essentiellement un traitement de kiné, de physiothérapie. On a des solutions chirurgicales, mais les solutions chirurgicales sont décevantes parce qu'elles réussissent souvent à donner de bons résultats, mais elles nécessitent un temps de rééducation après l'opération qui est très long, de l'ordre de 2 à 3 mois, et donc qui est extrêmement préjudiciable. Alors, on va vite encore les causes, les causes que l'on peut améliorer, il faut surtout vérifier les longueurs des membres inférieurs par rapport à la taille du vélo, par rapport aux manivelles. Ce sont des mesures qui sont assez spécifiques et qui nécessitent vraiment des spécialistes du vélo pour savoir si l'adaptation du corps et du vélo est correcte. La suivante. Les douleurs du rachis. Alors, moi, j'aime bien les douleurs du rachis parce que les rhumatologues, un cas sur 4, c'est quand même des maux de dos.
où on voit quand même énormément de maux de dos. Donc, la première chose que je dis, c'est que le fait d'être en crise quand vous faites du vélo nécessite une diminution de l'activité, voire si vous avez une vraie sciatique parce que vous avez soulevé un frigo lors d'un déménagement, l'arrêt du vélo, le temps que le problème hyper aigu passe. Dès que vous avez mal au dos, vous devez continuer le vélo de façon modérée, mais vous devez continuer le vélo pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que le vélo augmente le gainage lombaire. Donc, le gainage lombaire est la ceinture abdomino-lombaire qui passe des abdominaux, les obliques et les muscles vertébraux lombaires postérieurs et permet de gainer complètement le ventre. Et ce gainage lombaire permet la marche, mais permet aussi d'être efficace en vélo, de parvenir à pédaler avec une certaine efficacité. Ce gainage lombaire améliore la lombalgie. Et donc, il est tout à fait faux de croire que le fait de faire du vélo est quelque chose qui est négatif pour le mal de dos. Il faut quand même, quand on a mal au dos et si on fait du vélo et qu'on engendre, dû à la pratique du vélo, des lombalgies, il faut vérifier plusieurs choses. La taille du vélo qui doit être ajustée, il ne faut pas qu'il soit ni trop grand ni trop petit. La selle doit être ajustée. On doit faire attention de rester souple et souvent les lombalgies sont liées aussi au fait qu'on perd de la souplesse et que la position qu'on a sur le vélo est moins adaptée. Un tout petit mot, je n'en ai pas, j'ai pas de lien, mais un tout petit mot sur la colonne cervicale. La colonne cervicale et le vélo est quelque chose qui est assez fréquent pour deux raisons. Il y en a qui disent que le casque leur fait mal au cervical quand ils font du vélo. Je crois que le vélo n'engendre aucune, sauf traumatisme bien sûr, n'engendre aucune pathologie cervicale. Mais quand vous avez une pathologie cervicale, quand vous avez de l'arthrose pour toute une autre raison, le fait de faire du vélo avec une tendance à l'hyperextension du cou, ça peut engendrer des cervicalgies qui sont parfois embêtantes. Et là aussi, il faut bien régler le vélo. La taille du vélo et la taille du guidon et l'importance de la potence sont primordiales. La suivante. Des problèmes médicaux plus anecdotiques, mais qui empoisonnent la vie, sont tous les problèmes de siège. Alors, les problèmes de siège, ils sont multiples, comme je vous ai montré dans la dia. C'est souvent dû au fait qu'on n'est pas bien mis sur son vélo, la selle qui n'est pas adaptée, elle est trop large, elle est trop étroite, elle est trop souple, elle est trop dure, elle est mal inclinée. La taille du vélo par rapport à la taille du cycliste n'est pas adaptée. Les cuissardes ne sont pas adaptées non plus ou n'en met pas. Tous ces problèmes peuvent être améliorés par une belle adaptation entre le vélo et le cycliste. Par contre, quand on a une activité cycliste qui est importante, avec une activité sportive qui est répétée et importante, ces problèmes peuvent survenir malgré le fait que l'on fait tout ce que l'on peut pour les éviter. Alors, quels sont les problèmes les plus fréquents? C'est surtout des hypoesthésies, des anesthésies des organes génitaux qui sont souvent passagers et qui disparaissent après quelques minutes de l'arrêt du vélo. Maintenant, si la compression des nerfs honteux ou des nerfs périnéo-internes, ce fameux syndrome de canal d'Alcock, est plus fréquent, on peut avoir vraiment une réflexion sur la selle et sur l'adaptation. On peut avoir des hygromas, on peut avoir des engelures, des troubles éventuellement gynécologiques. Tout ça existe, mais peut être amélioré de façon relativement efficace par un bon diagnostic. Dia suivant. Les fameuses indurations périnéales. Alors, c'est le fameux troisième testicule du cycliste. C'est un nom que dès qu'on lit un petit peu sur les pathologies du cycliste, ça choque. Et, voilà. Donc, c'est une induration qui se trouve entre le périnée. Cette induration doit parfois être opérée, mais la plupart du temps, l'adaptation du matériel
permet d'améliorer les systèmes. Et donc, c'est ce que je mets ici dans la dia, la selle qui est souvent considérée par les néophytes comme quelque chose qui n'est pas important et qu'on peut mettre à toutes les sauces et on peut mettre n'importe quelle selle. Dès qu'on fait du vélo de façon un petit peu régulière, on sait que c'est un des éléments du vélo à surveiller de près. Dia suivante. La brûlure au niveau des pieds. Alors, il y a au niveau du pied et du cycliste des multiples pathologies. Et là, je n'y reviendrai pas parce que ça devient extrêmement complexe. On peut avoir des syndromes canalaires, comme je vais vous en montrer au niveau du poignet. Donc, on peut avoir le syndrome du canal tarsien, qui est un petit nerf qui passe sur l'extérieur du pied et qui peut être comprimé. Mais en gros, une des pathologies les plus fréquentes, c'est les pieds qui brûlent, le feu des pieds au niveau du cycliste. C'est le fait que quand nous faisons du vélo, il y a une augmentation importante du flux sanguin qui arrive au niveau des membres inférieurs. Et l'augmentation de ce flux sanguin arrive jusque 20 à 30 fois, moins souvent 20 fois la normale. Le retour veineux peut ne pas bien se faire pour différentes raisons. Entre autres, parce que le pied est un peu trop serré, parce que les cales ne sont pas bien mises. Et donc, si le retour veineux ne se fait pas bien, on a une stagnation du sang au niveau du pied, le pied a tendance à gonfler et le problème s'amplifie et on peut avoir des douleurs de type brûlure au niveau des pieds. Dès que la température dépasse la température du corps, donc dès qu'elle dépasse 30 degrés, naturellement, le pied ne peut plus se refroidir à cause de la température et donc ce phénomène arrive beaucoup plus souvent dès que la température dépasse 30 degrés. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est effectivement regarder les cales, regarder sa chaussure. Alors, on dit en général que la chaussure, elle doit être trop serrée quand on met une chaussure de tennis et elle doit être un tout petit peu large quand on met une chaussure de vélo toute fine. Et donc, l'adaptation de la chaussure par rapport à son pied est quelque chose qui doit être fait de façon assez sérieuse. Dia suivante. Le point de côté. Alors, le point de côté, il y a plusieurs. On ne sait pas exactement avec certitude absolue pourquoi les sportifs, vélos, mais aussi la course à pied, d'où vient le point de côté. Il y a deux grandes hypothèses. La première hypothèse, c'est une crampe au niveau du diaphragme. Et cette crampe vient beaucoup plus rapidement parce que à l'effort, l'oxygénation du diaphragme est un peu moins importante. La deuxième cause possible, c'est effectivement tous les organes digestifs, le foie, la rate, les viscères, qui tirent sur le diaphragme et qui engendrent une douleur crampoïde due à leur poids. De toute façon, dans le vélo, ça peut arriver et il est important dans le vélo, c'est de bien régler le guidon pour que la cage thoracique et le diaphragme ne soient pas trop à l'étroit. Dia suivante. Je crois qu'on va bientôt arriver à la fin. 2 dias. Les douleurs au niveau du coude. Alors, il peut y avoir bien sûr des tendinites classiques, épicondylite, qui est la fameuse tendinite de la face externe du coude et qui est la fameuse tendinite du tennis. Et la tendinite qui est l'épitrochléite, qui est la tendinite de la face interne du coude, qui est plutôt une tendinite qui est classique dans le golf. Mais une douleur assez spécifique du vélo, qu'on ne retrouve que là, c'est la douleur à la pointe du coude quand on fait du vélo avec des bras trop tendus et on finit par avoir des impactions répétées au niveau de l'olécrâne. Et donc la solution, c'est effectivement d'avoir une meilleure position sur le vélo avec le bras un peu fléchi. Dia suivante, comme ça j'aurai fini, je crois. Fourmillement au niveau des doigts, donc ça c'est assez fréquent. Le canal carpien, que tout le monde connaît, donc c'est une compression au niveau du poignet du nerf médian. Ça arrive souvent avec l'âge. Le fait de faire du vélo et de comprimer ce canal carpien dû à la position que l'on a par rapport au guidon est assez fréquente. Alors les causes, c'est effectivement la façon dont on met les mains par rapport au vélo et donc si on impacte de façon importante le canal carpien. Dans certains cas, si le canal carpien est important et qu'il est dû à l'âge et que le vélo n'est qu'un phénomène
je dirais, exacerbateur, le plus facile, c'est de l'opérer. Sinon, quand on est jeune, l'adaptation du guidon et de cette position des mains sur le guidon règle souvent le problème. Voilà, dernière dia, je crois que c'est pour conclure. Oui, pour conclure. Mais pour conclure, ce que je voulais dire, c'est que le sport de vélo est exceptionnel comme sport, d'un point de vue cardiovasculaire, mais aussi d'un point de vue général, avec d'un point de vue santé, des bienfaits qui sont multiples. Comme c'est un sport spécifique où on a une adaptation entre la machine et le cycliste, les pathologies sont fréquentes malheureusement, mais peuvent être bien améliorées par une bonne compréhension de l'anatomie et une bonne interprétation, une bonne, pas interprétation, mais une bonne coordination entre le vélo et le cycliste. Voilà. Voilà, eh bien merci docteur pour toutes ces informations précieuses et complètes. Alors, c'était complet parce qu'il n'y a plus beaucoup de questions. Une première qui est peut-être intéressante, qui vient de Vincent, et qui demande quels conseils pour choisir une selle adaptée. On a parlé, je crois, de certaines pathologies du siège. Alors là, j'ai lu beaucoup, mais alors là, c'est facile, Vincent. Je te renverrai au module suivant, hein, parce que les selles doivent être adaptées. Alors, il existe en France, c'est ce que je disais dans la voiture en venant, des bilans morphologiques spécifiques pour le vélo. C'est fait à l'INSERM, par exemple. Et donc, en faisant une évaluation de ta taille, mais aussi de la grandeur de ton bassin, de la grandeur de ton fémur et de ton tibia, ils peuvent te dire exactement quel type de selle tu dois prendre, quel type de vélo que tu dois prendre, la hauteur de ton cadre, la hauteur de tes manivelles. Et donc, la selle, c'est la même chose. Ils savent te dire, en fonction de ton bassin, quel type de selle devrait te convenir. Alors après, je crois qu'il faut faire plus confiance à son vendeur de vélo qui est un professionnel et qui te fera ça avec précision. Il aura plus de... Alors, il y a plein de selles différentes. Hein. Il faut qu'elles soient dures, que le bec ne soit pas trop rond ni trop plat. Il y a des selles tout à fait différentes et donc ça dépasse un peu mes compétences. C'est simplement dire qu'il faut que tu ailles voir quelqu'un de compétent pour changer de selle éventuellement. Alors pour rebondir sur la question, le 4e module, donc le dernier qui aura lieu dans 3 semaines, est consacré à toutes ces questions du matériel. Donc voilà, je vous invite à vous y inscrire. Il reste des places encore pour les 3 prochains modules qui auront lieu, attendez, je reprends mes notes, le 4 février et qui touchera aux aspects généraux cardiovasculaires et à la gestion de l'effort, donc toujours lié au vélo bien sûr. Le 11 février sur le cyclisme et la diététique. Et donc j'en parlais le 18 février, l'ergonomie à vélo, la position, le matériel, les réglages, voilà, avec une démonstration sur matériel. Alors s'il n'y a pas d'autres questions, il me reste à vous inviter peut-être à revoir ce webinaire. Donc, vous recevrez par mail un lien avec l'intervention du Dr Rondeau et vous pouvez éventuellement aussi poser vos questions par écrit et on tâchera d'y répondre avec l'aide du docteur, bien sûr. Donc, je remercie bien sûr le Dr Rondeau pour son éloquence. Eloquentia, justement, pour la traduction et la fameuse Web TV pour la technique. Et bien sûr, vous tous qui vous êtes inscrits à ce webinaire. N'hésitez pas, donc, comme je disais, à en parler autour de vous. On peut encore augmenter la capacité du webinaire, donc il reste des places. N'hésitez pas non plus à prendre contact avec votre chargé de mission si vous voulez participer à cette émulation autour du vélo et du projet Mobilité pour tous. Vous trouverez leurs coordonnées sur le site www.jppmf.be, donc JPPMF pour Je pédale pour ma forme. Merci à tous et une excellente fin de soirée. Au revoir.